La recherche, l'enseignement supérieur, c'est un secteur d'avenir, c'est absolument évident. Ce secteur est un secteur qui va plutôt très bien, c'est-à-dire que la recherche française est une recherche avec une vitalité, un dynamisme absolument formidable. L'une des difficultés, c'est son éventuelle perte d'attractivité. Il faut qu'il y ait une dynamique propre de la recherche, que la recherche fondamentale, indépendamment de toute considération de valorisation, puisse se produire. On a besoin de ça parce qu'on sait aussi que les innovations de rupture, elles viennent en général d'endroits où on ne les attend absolument pas. En France et en Europe, on ne pense pas assez numérique. Daniel Kaplan dit toujours qu'aujourd'hui l'innovation est devenue très hétérodoxe. Elle prend des formes très particulières. Qu'elle est certainement de moins en moins dans ce qu'on pouvait appeler, dans le langage technocratique, dans le cœur des filières. En revanche, l'innovation, elle est plutôt justement aux frontières. Elle est précisément entre deux projets, entre deux industries différentes. Elle est dans cette hybridation. Et typiquement, je pense que c'est quelque chose qui dans notre pays n'est pas suffisamment soutenu. Pas très longtemps, je me suis pas mal attrapé avec le commissariat général aux investissements, en leur disant justement, vous devriez davantage financer des projets qui ne sont pas purement techno. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas évidemment financer la recherche fondamentale et les projets purement technologiques. Enfin, aujourd'hui, ils sont largement financés. Et en revanche, je pense précisément que tous ces projets qui sont à la frontière, qui mêlent différents types d'innovation, et bien précisément, ils ne le sont pas suffisamment. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer d'appuyer. Donc, suite à la délibération du jury des SMC Research Awards, le prix du meilleur article scientifique est décerné à Baptiste Cotras. Ce papier, en fait, il prend pour objet la façon dont on va trier les opinions des internautes sur le web. J'ai pris un peu le parti de fonctionner par analogie avec les sondages d'opinion, qui eux ont répondu à cette question depuis longtemps, comment on fait pour échantillonner les données. Leur solution est connue, voilà, c'est assez évident aujourd'hui, c'est l'échantillon représentatif sur critères sociodémographiques, chose qui évidemment n'est pas possible sur le web vu qu'on ne connaît pas les caractéristiques sociodémographiques des internautes. Et c'est surtout une théorie qui se veut relationnelle, c'est-à-dire que le sondage ne pose pas la question de la circulation des opinions, et qu'au contraire, en mesurant de l'influence, de la visibilité, à la limite, peu importe le concept auquel on a recours, on modélise, on donne à voir un espace, donc d'une part hiérarchisé, et d'autre part relationnel, où les opinions se diffusent, et où il devient possible, et souhaitable, nécessaire et suffisant, de se focaliser sur les opinions les plus influentes. C'est assez instructif de voir les choses mises à plat comme ça. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on fait en matière d'influence, en tout cas de calcul, modélisation, définition d'influence. Le mot est mouvant, assez fuyant parfois. Au-delà de ça, on a aussi la description d'un secteur, le fait que ce secteur se structure autour de la nécessité de décrire l'opinion, et que du coup, pour des nouveaux lieux éditoriaux, des nouveaux médias, on a besoin de trouver de nouvelles méthodes et de construire de nouveaux objets sur des modèles qui ne sont pas exactement similaires à ce qui se passait auparavant. Aujourd'hui, les débats que vous décrivez, et effectivement de façon très empathique et du coup convaincante et bien recevable par les acteurs comme celui à ma gauche, ils existent surtout dans les départements marketing des entreprises et dans leurs réunions de benchmark avec les prestataires. Parce que pour l'instant, c'est surtout utilisé pour évaluer la puissance des marques ou des marchés potentiels. Si, comme c'est probable, les outils de réputation se solidifient et commencent à être utilisés dans l'arène politique, par exemple, et qu'on commence à utiliser les outils de réputation pour savoir ce que pensent les gens des Roms ou de la façon dont il faut rémunérer les sages-femmes, alors ce sera précieux que dès maintenant, il y ait déjà eu un travail d'explicitation qui soit fait sur comment ça marche et quels sont les principes d'ordonnancement de cette réalité et dans quelle mesure elle peut être valide et sous quelles conditions. Et donc, je vais remettre le deuxième prix à Andrea Andruzzi. Je suis désolé si j'écorche votre nom, mais vous allez me... Donc, félicitations. On peut l'applaudir. Je me suis intéressé dans cet article à la conversation de marque, c'est-à-dire les échanges verbaux et en public entre les marques et les consommateurs, les individus, sur les médias sociaux. J'ai été chercher un modèle, une grille d'analyse qui permettait de voir un peu mieux ce qui se passait dans ces conversations, et je suis tombé de manière un peu inattendue sur les travaux d'historiens des lettres
qui étudie la conversation des salons mondains au XVIIe et XVIIIe siècle en France, où à cette époque, la conversation était une activité sociale, une activité ludique, collaborative, une activité assez codifiée. Et les gens échangeaient dans ces salons des idées tout en se divertissant. Alors, cette grille d'analyse m'a paru intéressante pour étudier ce qui se passe dans la conversation de marque, et surtout sur un plan, c'est la capacité des conversations de salon à influencer une plus grande part de la société, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce cercle restreint qu'est la conversation. Les grandes marques veulent beaucoup d'abonnés à leur page de médias sociaux, mais une autre manière de voir les choses, c'est qu'il faudrait privilégier le recrutement d'abonnés et d'internautes vraiment impliqués, c'est-à-dire qui veulent vraiment voir les messages postés par la marque et qui ont envie d'interagir avec ces messages, afin de générer une conversation de qualité, parce que c'est ça qui aura vraiment un impact et un intérêt pour la marque. Dans des logiques de développement de leur modèle économique, Facebook, Twitter disent ben voilà, vous allez payer pour avoir de la visibilité, et la discussion, le fait d'avoir des communautés n'est plus le cœur. L'important, c'est que vous soyez visible et vous allez en tirer de l'engagement, en gros, là-dessus. Et on a un point de tension qui est très fort, c'est que les annonceurs sont rentrés sur la conversation, etc. Et que dans ce nouveau écosystème-là, on a des chiffres qui sont très petits par rapport à la vie des annonceurs traditionnels, c'est-à-dire une société générale qui a des millions de clients, quand il a 10 personnes qui discutent, c'est impossible de vendre en interne, de dire c'est une nouvelle façon de communiquer. Je pense qu'au niveau du contenu qui est publié sur les différents réseaux sociaux, si on peut-être on prenait plus de temps pour faire des ouvertures de conversation de qualité, on aurait probablement des meilleurs taux d'engagement. Est-ce que c'est pas quand même la même chose, des fois, genre une bonne blague, qui va à la fois faire la qualité de la conversation et à la fois faire la viralité? Alors, l'économétrie est bien et tout, mais enfin, voilà, il reste une petite question à approfondir autour de ça, mais qui est vraiment intéressante. Je travaille sur ce qui s'appelle le partage d'informations en ligne. L'idée, c'est qu'on recevait avant un article de presse dans une enveloppe envoyée par une grand-mère ou par un ami en disant « Tiens, t'as vu ça ?» et qu'aujourd'hui, on peut envoyer un email, on peut envoyer un tweet, on peut liker ou commenter un article. Et donc la question est, est-ce que cette pratique conversationnelle, où on interagit avec quelqu'un, mais où on utilise un contenu d'actualité qui est toujours présent et qui est mobilisé dans le lien, génère une évolution des formes de conversation, une évolution aussi de l'espace médiatique et du biais des conversations sur l'espace médiatique. En fait, moi j'avais envie de poser deux questions. La première, c'est qu'on a envie de revenir à des pratiques individuelles, en étant sur des compteurs, en étant sur du volume, en étant sur la diversité des motivations possibles des clics que vous avez vus sur la première slide. Forcément, finalement, les gens, pourquoi ils likent, pourquoi ils commentent, et comment est-ce qu'on fait pour revenir à une étude des pratiques individuelles. C'est un petit peu aller rechercher les gens qui likent et quand même pour de vrai. Et puis il y a aussi bien évidemment qu'il y avait le regard de la profession, les journalistes, les médias, les éditeurs, les community managers. Qu'est-ce qu'ils voient de cette conversation? Est-ce qu'il faut la susciter ou pas? Parce que finalement, comme le disait Josiane Jotte il n'y a pas très longtemps dans un colloque, qu'il y ait une conversation du public, peut-être qu'elle a le droit de se faire sur les réseaux sociaux comme elle se faisait dans les salons, comme l'a montré Gabriel Tard, et que les journalistes ne sont pas forcément impliqués dans cette conversation. La raison pour laquelle ce papier est intéressant et important pour la connaissance un peu générale de ce qui nous occupe ici, c'est effectivement ça, c'est-à-dire comment comprendre finalement une activité comme ça de discussion, de partage, d'échange et de sociabilité autour des contenus d'information qui semble totalement échapper, ou en tout cas faire pas du tout sens pour les professionnels de l'information. Chapeau sur le sujet, parce que aujourd'hui la mécanique du partage social est au cœur à la fois du travail des journalistes et de leur programmation. C'est une question qui se pose, qui agite tout le monde là-dessus, et qui est au cœur aussi de toutes les fonctions marketing, de communication sur le sujet, parce que le like reste pas biaisé.